C'était une dame qui était un peu assistante sociale, qui s'occupait des nouveau-nés, des nourrissons, donc elle est bien tombée. Cette dame connaissait bien un médecin de la Ferté qui s'occupait des résistants, qui l'a soigné, et il est retourné à Paris quelques fois. Donc, alors, il faisait partie d'un mouvement parisien qui s'appelle les Corps francs Liberté et Essor, qui avait été créé par un monsieur qui est décédé il y a 3-4 ans maintenant. Et ce monsieur avait créé 2 corps francs. Ces 2 corps francs rassemblaient, on suppose, 200 à 250 étudiants, tous de la région parisienne. Donc voilà, ils ont été fusillés, ces 29 ont été fusillés le 10 juin 1940. de la guerre de 1880. 1870, c'est Sedan, le point de Rousse par les Prussiens. Et puis 1880, c'était les guerres de Crimée. Crimée, c'est où la Crimée? La Crimée. Crimée, on va dire du côté de la Grèce, là-bas, Turquie. C'est sur la mer Noire. Ça, c'est les uniformes de la Première Guerre mondiale, du début de la Première Guerre mondiale. Des Français. Des Français. 1914. Le début, 1914-1915. C'est-à-dire que c'est ça. Justement, de tous ces objets faits, recréés à partir des obus. L'artisanat de tranchée. L'artisanat de tranchée, tout à fait, pour les... ça permettait de s'occuper l'esprit. D'accord? Mais là, le 5.
Saint-Ours-sur-Glane, nom qui résonne comme un glas. Hier, un village, à 20 km de Limoges, aujourd'hui et pour toujours, un des hauts lieux de la cruauté hitlérienne. Ici, tout est mort. Une ville incendiée, fusillée, torturée. Un désert qui fait penser au cataclysme. Prends un peu de grillage. Ouais, c'est pas mal. Ouais, tu vas bien voir. Dans le village, il y a des arbres. Nous allons les rechercher et ceux qui ne sont pas concernés seront relâchés. Donc, on ne s'inquiétait pas. On parlait de choses et d'autres. À un moment donné, un des soldats a fait le tour du groupe. Parce qu'il est arrivé à notre hauteur, on était assis. Il nous a fait signe comme ça. Se dégageant. Les femmes et les enfants, à moitié asphyxiés, hurlaient d'épouvante et se réfugièrent vers les parties de l'église où l'air était encore respirable. C'est ainsi que la porte de la sacristie fut enfoncée, la petite porte dont je vous ai parlé, sous la poussée du groupe. J'y pénétrais et résigné, je m'assis sur une marche de l'escalier. J'attendais. Ma fille vient m'y rejoindre. Les Allemands s'étant aperçus que cette pièce était envahie, rouvrirent la porte principale et abattirent sauvagement ceux qui venaient y chercher refuge. Ma fille fut tuée près de moi d'un coup de feu tiré de l'extérieur. Ayant levé les yeux, je me suis aperçu que j'avais été suivi dans mon escalade par une femme qui, du haut de la fenêtre, me tendait un bébé, son bébé. Elle le laissa tomber près de moi. Les Allemands, alertés par les cris de l'enfant, nous mitraillèrent. Ma compagne et son bébé furent tués. Je fus moi-même blessé en gagnant un jardin voisin. Caché dans les rangs du petit bois, j'attendis jusqu'au lendemain, 17h, qu'on vienne me chercher et... On passe derrière le champ de foire, on va au cimetière. Au cimetière, on va voir la nécropole. Hop. Et après, normalement, dans la crypte, on va là, normalement, voir les ossements qui lui restaient. Et après, on descendra, vous verrez, je vous laisserai libre. Alors, par contre, c'est pareil, hein, c'est zone de silence complète, parce que là, vous allez voir dans le cimetière, sur 3 tombes, il y a 2 tombes qui sont impactées par le drame. Et en gros, pour 3 morts, il y a 2 morts qui sont par rapport au massacre. D'accord ? Et on descendra dans la crypte avec les couvertes, vous verrez, il y a des objets d'époque. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les noms. Vous me direz ce que vous en pensez. Regardez, prenez des observez, regardez. C'est ici que tu vas te centrer. Voilà, et tu vas regarder. Un peu plus à droite, parce qu'il n'y a pas.
n'est pas à 1 mètre derrière l'autre. Vous ralentissez à 3 mètres. Tant qu'il n'est pas arrêté, ça ne sert à rien. D'accord ? On entendait les coups de feu, mais on pensait que c'était les résistants et les alliés qui attaquaient le champ de Nouâtre, le camp de Nouâtre. Dans la matinée, on a compris que ça venait de Maillet. À 250 km au sud, la Touraine est aussi sur le point d'être totalement libérée. En pleine débâcle, le Reich doit évacuer ses troupes vers l'est. La voie ferrée stratégique Bordeaux-Paris est devenue vitale pour les Allemands qui doivent la protéger à n'importe quel prix. Et les Américains, il n'y en a jamais un qui a accroché son casque. Parce qu'il y avait une raison à ça. Lorsque vous avez votre casque sur la tête et qu'il est accroché, la première chose que vous faites quand vous êtes américain et que vous apprenez à vous combattre, à combattre les autres, les Allemands avaient tous le casque accroché. Ah, c'est pour se reconnaître. Mais au début, les Allemands avaient le casque accroché sous la gorge, c'est ce qu'on appelle la jugulaire. Et qu'est-ce que faisaient les Américains? On attrapait le casque et on tirait. Et ça étrangle la personne. Donc après, les Allemands ont accroché les casques sur l'os. Les Américains, eux, n'ont jamais accroché les casques. Et lorsqu'ils couraient, ils mettaient la main pour prendre le casque. Aussi une partie de leur vie après, ils expliquent pourquoi est-ce que ce drame les a marqués. Et une fois que le film sera terminé, vous avez beaucoup de chance puisque M. Martin va venir répondre à vos questions. M. Martin, donc, il avait 10 ans au moment du massacre, c'est un des survivants de ce drame. Jusqu'à l'an dernier, il venait témoigner pour tous les groupes scolaires. C'est-à-dire qu'en gros, du lundi matin au vendredi soir, il était avec nous sur la structure pour répondre aux questions des groupes, parce que c'est quelque chose qui était important pour lui. L'an dernier, il a eu une grave maladie. Ça fait quelques mois qu'il va mieux, mais par contre, il ne vient plus répondre aux questions des groupes. Donc vous avez beaucoup de chance qu'il soit avec vous cet après-midi. Là, je crois que vous êtes les 5e ou 6e depuis le mois de septembre à avoir la possibilité de lui poser des questions. Monsieur Martin, donc, il a perdu toute sa famille ce jour-là, il avait 10 ans, il a perdu toute sa famille. C'est quelqu'un qui ne parle pas facilement de cette histoire. Il a envie de répondre à vos questions, mais ne vous attendez pas à ce qu'il vienne devant vous et qu'il vous parle pendant une demi-heure de ce qu'il a vécu. Si vous lui posez des questions, ça montre que vous vous intéressez à cette histoire, donc vous répondra. Comment vous avez réagi quand vous êtes rentré dans le village? Quand je suis rentré dans le village, je suis rentré dans le village quelques jours après, parce que tout de suite, je l'ai su, mais je ne voulais pas le croire au début, parce qu'on ne me l'a pas dit. C'est quelqu'un qui me l'a dit à ma grand-mère, parce que j'étais chez mes grands-parents. Et je l'ai entendu, mais je ne voulais pas le croire. Alors on est pris nos vélos, on est venu dans le village. Alors là, quand on est arrivé, j'ai vu les premières maisons qui étaient incendiées. Et puis, quand je suis arrivé où on habitait, alors là j'étais mis devant le fait accompli. Plus de famille, plus de maison, plus rien du tout. Bon, c'est comme si le ciel vous tombait sur la tête. Hein. Je ne sais pas s'il y a un mot dans le dictionnaire qui est capable de qualifier ça.
Mais je souhaite à personne de connaître ça. Je dis, c'est comme si le ciel vous donnait sur la tête. Quand il y a eu le massacre à Oradour, est-ce que vous avez un pressentiment que ça allait arriver Non, on ne pouvait pas avoir de pressentiment parce qu'on était en zone occupée, nous. Et on était avec les Allemands depuis juin 40. On vivait avec les Allemands. On a même vécu plus près avec eux parce que quand ils sont arrivés en 40, la troupe d'occupation qui arrive en 40, ils logeaient chez l'habitant. Jusqu'à fin 41, ils logeaient chez l'habitant. Donc on vivait avec eux, on les avait avec nous. Moi, chez moi, où on habitait, on avait 11 Allemands. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez de la haine envers les Allemands? Bon, vous avez entendu quelqu'un dans le film qui a dit il ne peut pas pardonner. Bon, c'est vrai, moi je ne peux pas pardonner à ceux qui l'ont fait. Mais les générations qui viennent derrière ne sont pas responsables. Alors ce qu'il faut surtout, c'est ne pas cultiver la haine, justement. Parce que ça mène à rien. Il faut essayer au contraire de se rapprocher, de se tendre la main, plutôt que continuer à se haïr et s'entre-déchirer. Et moi, quand je dis ça, je pense à vous, aux jeunes. Que vous ne connaissiez jamais ça. C'est tout ce que je vous souhaite de tout mon cœur, de jamais connaître ça. Alors il faut faire tout ce qui est dans qui est possible pour pouvoir éviter que ça se reproduise. Ils sont arrêtés là. On ne sait pas pourquoi cette partie du bourg n'a pas été touchée. Est-ce que c'est une question d'horaire qu'ils avaient respecté? On ne saura certainement jamais. Et ensuite, ils sont venus ici. Ici, ils ont massacré des personnes, ils ont incendié une maison. Et vous avez vu également dans le film Morissette qui saute par une fenêtre pour aller se cacher dans les bois, ben c'est ici, là. Et ensuite, ils sont venus ici. Ici, il y avait une ferme qui n'a pas été construite. C'est pourquoi elle ne figure pas sur le plan. Mais dans cette ferme, il y avait beaucoup de monde. Pardon. Il y avait d'abord la fermière et ses 5 enfants, plus 2 familles de réfugiés. C'est-à-dire, c'est des gens qui venaient de Saint-Pierre-des-Corps. Parce qu'à l'époque, la gare de triage de Saint-Pierre-des-Corps était souvent bombardée par les... Allez sur la photo, Francis, et puis... Non, vous allez gâcher, les gars. Vous allez gâcher la photo. Attention. D'accord. Vous avez fait une casse, vous avez serré la main. Regardez. Regardez là. C'est toute sa famille. Voilà, 34 ans, 30 ans, 9 ans, 5 ans. D'accord. Ça, c'est la famille du témoin qu'on a vu tout à l'heure, du massacre. D'accord. Il n'a pas eu le temps de se reposer. Allez, 2-0, on lâche rien.